Mon parrain, il labourait avec des villards, il traînait le tombereau avec des villards. Ils avaient que ça, hein. Elle faisait un petit peu de lait pour l'éleveur, elle élevait son veau et la journée elle travaillait dans les champs. Et pendant la guerre, il y a toute une partie qui a été décimée pour nourrir les troupes. Et celles qui restaient, après-guerre, elles ont été remplacées par des montbéliardes comme celle-ci là, ou des charolaises qui étaient déjà sélectionnées pour faire du lait ou de la viande. Parce qu'elles, elles faisaient plein de choses, mais rien en quantité suffisante. Et c'était le moment où il fallait produire. Du coup, elle a été abandonnée. Les fromages de chez nous, le Saint-Nectaire, la fourme de Montbrison, la fourme d'Ambert, les bleus d'Auvergne, tout ça. Et à la base, l'origine, c'était la Ferrandaise qui le produisait. Parce qu'il y avait... faut savoir qu'en 1930, il y avait plus de 200 000 vaches quand même. On est descendu à 200 vaches dans les années 80. Mes parents avaient déjà des Ferrandaises et c'est une race qui me plaisait et puis j'avais envie de participer à sauver cette race. Et donc avec une poignée d'éleveurs au départ, on a commencé à recruter des taureaux, les derniers qui restaient dans la race. Et au départ, on est parti, il y avait 170 femelles, donc ce qui était très très bas. Il n'aurait fallu pas grand-chose que ça bascule parce qu'il y avait encore 4-5 troupeaux où il y avait encore un peu de bêtes, mais s'il y avait eu un problème sur ces troupeaux-là, surtout qu'à l'époque, on avait quand même pas mal de problèmes de bruxellose, tuberculose. Et il y a des troupeaux entiers qui sont partis comme ça, qui ont été abattus. Donc ouais, il aurait fallu pas grand-chose, quoi. Il y a 3 types de robes, quoi. Il y a la barrée, la poudrée et la brognée. Donc la barrée, c'est donc avec des grosses taches un peu partout. Ensuite, vous avez la brognée. C'est une vache qui a la raie blanche sur le dos et dessous, style un peu comme la vosgienne. Et après, vous avez la poudrée. Et c'est plein de petites taches, mais beaucoup plus petites, éparpillées un peu sur tout le corps. À élever une Ferrandaise, c'est vraiment une passion et puis une famille aussi. Dans la Ferrandaise, on a eu la chance d'avoir quelqu'un de l'Institut qui a travaillé énormément dans les années 80-90, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Laurent Avon, qui a fait un travail énorme, qui a dû collecter une vingtaine de taureaux dans les années 80-90. Et ça, c'est un patrimoine qu'on a qui est extraordinaire.
Parce qu'aujourd'hui, on s'en sert. On s'en sert encore de ces taureaux et on s'en servira dans 20 ans. Ça, je suis sûr. Et on a un stock de doses qui est énorme. Et ça, c'est une valeur inestimable par rapport à notre petite race. Parce que il faut quand même, dans les années 80, il restait quand même pas beaucoup de vaches. Il restait plus que 150, 200 vaches. Allez, filles, hop. La base du choix de la race, parce que c'est la race locale. Après, c'est la rusticité de la race. Nous, on n'a que des ravins comme ça, il faut qu'elle valorise l'herbe là-dessus et qu'elle reste en état, et qu'elle puisse élever un veau. Et après, c'est bien sûr la qualité de sa viande, quoi. Les sabots noirs, c'est vraiment un signe de rusticité sur une race, quoi. C'est beaucoup plus solide des sabots noirs que des sabots blancs. Après, toutes les extrémités qui doivent être noires. Il y a toujours cette ligne blanche sur le dos qui rappelle un petit peu la crête des Vosges en hiver. Une vache qui a une bonne ligne de dos, qui a des bons aplombs, c'est une vache qui va vieillir. Et c'est une vache qui économiquement sera intéressante. Parce que les premiers vélages, nous, on les fait à 3 ans. Certaines races font véler à 2 ans, mais à bout de 3 vélages, la vache, on peut la débarrasser, quoi. Parce qu'elle n'a pas cette rusticité, cette capacité à vieillir, quoi. Nous, on va garder des vaches. Moi, la plus vieille vache, je crois qu'elle a 7 années, 15 ans. Quand j'ai fait le choix d'aller uniquement sur la Vosgienne, on a vécu à peu près 4 années économiquement très difficiles. Parce que le changement de race a fait qu'automatiquement on avait un peu moins de lait. Et en fait, quand on a changé de race, on a accepté le système qui allait avec cette race locale. Et en l'occurrence, j'ai fait le choix et j'ai pris parti de dire maintenant on arrête les conneries. On va vendre l'intégralité de notre vin en direct. Et on va travailler génétiquement, ce qui n'est pas un gros mot génétiquement. Génétiquement, c'est juste un accouplement, un père et une mère, un individu qui en ressort. Et à chaque fois, normalement, on est censé devoir être améliorateur sur l'individu qui arrive derrière. Il ne faut pas non plus oublier que la Vosgienne fut un temps, après les 2 guerres mondiales, on est passé de 123 000 têtes à 3 000. Et que l'État français ne voulait plus de cette race-là. A dit non, elle n'est pas assez productive, on dégage cette race-là. Et donc, à un moment donné, on a été rayé du livre généalogique français. Et grâce à une certaine poignée d'éleveurs, dont Jean Verret, qui était mon prédécesseur, qui ont caché des taureaux dans leurs états pour pouvoir continuer à améliorer la race génétiquement, ça a fait qu'elle a été reconnue de nouveau. Et en fait, j'ai pour habitude de dire que cette génération avant nous d'éleveurs, elle était là pour sauver, elle a sauvé la race. Le terme sauver est relativement lourd parce que ça veut dire qu'elle était en voie de disparition totale et qu'on l'a sauvée parce qu'on est passé à un palier supérieur. Et qu'aujourd'hui, je pense que notre devoir à nous, ou en tout cas à moi en tant que président, c'est justement de pouvoir aujourd'hui la valoriser, cet animal.
avec une villarde. C'était notre première villarde d'un troupeau. Et du coup, on a gardé toutes ces filles. Aujourd'hui, on a 7 villardes dans notre troupeau. Donc la villarde, ça va faire à peu près 2000 litres en moyenne. Une montbéliarde, elle va facilement atteindre 6500, 7000 litres. Et une abondance plutôt 5500, 6000, mais en mangeant exactement la même chose. Donc il y a une vraie différence. C'est une vache qui fait à peu près 1,40 m au garrot, qui est de couleur froment, donc c'est couleur blé, qui est assez foncée quand même. C'est une vache qui est assez puissante au niveau des épaules, parce que c'était une vache qui servait à travailler au champ avant, donc elle est assez large. C'est une vache qui marche très bien, qui est très rustique, donc elle a tous les atouts pour notre système où elle marche beaucoup, elle mange de l'herbe, du fourrage, du foin. C'est un fourrage plutôt qui est grossier, donc elles n'ont pas de soucis pour le valoriser. Dans l'AOP Bleu du Vercors Sassenage, c'est obligatoire d'avoir 3% de notre troupeau qui est de race Villard-de-Lans pour la sauvegarde de cette race. Donc quand ça a été décidé d'obliger d'avoir 3% de Villard dans le cahier des charges du Bleu du Vercors Sassenage, on avait quelques années pour mettre tout ça en place, mais comme il n'y avait pas beaucoup de femelles, on a eu beaucoup de mal à trouver au moins les 35 femelles pour en mettre une minimum dans chaque troupeau. Donc ce qui a été fait avec le parc du Vercors, c'est d'aider à financer les éleveurs pour qu'ils achètent des femelles allaitantes. Donc il y a pas mal de vaches qui aujourd'hui sont traitées, qui sont d'origine allaitante. Et du coup elles produisent beaucoup moins parce qu'elles sont vraiment typées allaitantes. Donc l'objectif c'est d'avoir beaucoup de femelles pour pouvoir sélectionner les vaches pour faire 2 rameaux, plutôt un laitier et plutôt un allaitant, mais en gardant la mixité et la rusticité de la race. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 femelles villardes en France. Et au plus bas, je crois que c'était descendu à 80 ou 60 au début que l'Institut a mis le plan de sauvegarde en route, qui avait été conduit par Laurent Havron. Et c'est là que lui, il avait essayé de... Il passait dans toutes les fermes du Vercors et il essayait de sauver ou pouvoir faire rentrer au centre d'assimilation tous les taureaux qu'il trouvait en fait, pour pouvoir garder un maximum de diversité génétique et avoir beaucoup de stock de semences. Je crois qu'en assimilation il y a 27 ou 28 taureaux différents, c'est une des races où il y en a le plus dans les races à faible effectif. Donc s'il n'y avait pas eu ce travail là aujourd'hui, je pense qu'on tournerait en rond niveau consanguinité, quoi. Je suis installé en agriculture en fin 87 et au tout départ je ne connaissais pas la race Froment du Léon. Le produit phare de la Froment du Léon c'est la qualité de son lait et en particulier sa crème et son beurre qui sont vraiment particuliers, typiques de la race. Et puisque je trayais mes vaches à la main pour faire de beurre, je m'étais dit, quitte à traire les vaches à la main, etc., autant que j'essaye d'avoir quelques-unes des vaches comme ça.
Elles peuvent être pies, c'est-à-dire avoir quelques taches blanches, mais la plupart sont zin, c'est-à-dire de façon uniforme froment. En 1992, j'avais pris l'initiative de créer une structure pour se donner des conseils. On n'était pas très nombreux et donc il y avait 23 vaches. Et petit à petit, les choses se sont lentement développées. Mais le parc d'Armorique, leur première réaction avait été de dire mais le froment du lion, ça n'existe plus. Et à cette époque-là, le responsable de la commission agricole du Conseil général était président aussi du salon agricole des Côtes-d'Armor. Il m'avait dit je veux bien vous donner un petit peu de sous, mais à condition que tu viennes participer au salon agricole des Côtes-d'Armor. Premier matin, ça avait été extrêmement tendu parce que tous les éleveurs qui avaient notamment des Holstein voulaient nous virer avec l'argument vous représentez l'agriculture du passé. Nous aussi, on fait ce salon pour montrer que l'agriculture est une agriculture moderne, de progrès. Donc vous n'avez rien à foutre là, dégagez quoi. Nous, évidemment, on voulait pas s'en aller. Et ça avait été physique, quoi. Ça a été au coup de poing, etc. Et c'était des anciens paysans qui avaient pris notre défense. Et là, j'ai appris qu'aujourd'hui, on est à 670 femelles froment du lion. Donc, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que la race est en bonne voie de se redresser. Et puis, en particulier, il y a beaucoup de jeunes éleveurs actuellement. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Là, vous entendez le lérigot qui arrive? Vous entendez le lérigot? Le rendement, ils appellent ça butéreux, c'est-à-dire le rendement beurre est très élevé. Donc moins de lait, mais plus de beurre par rapport à une Plymouth Holstein. En gros, il faut entre 17 et 30 litres de lait pour avoir 1 kg de beurre au final. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux faire du yaourt ou vous valorisez entièrement le lait. Parce que là, le lait ribot, il est perdu. Donc on a pris parti dès le départ de faire que du beurre, mais par contre de mettre en face le prix pour que ce soit viable économiquement parlant. Et donc ça, c'est pas forcément compris dans le milieu paysan. C'est une façon de travailler qui est très différente de plus grosses fermes, mais on est moins. En fait, on est beaucoup dans l'artisanat. Par exemple, les gens qui font du beurre, ils vont à un poussoir à boudin et ne se prennent pas la tête à faire le beurre moulé dans des moules en bois. Mais chacun sa démarche, quoi. Mais c'est assez énergivore. En plus. C'est à la fois un truc de base, le fait de se nourrir, mais quand on fait les choses bien, je trouve que c'est très valorisant en fait. Parce que des fois, les gens, ils me remercient quoi. Ils me disent merci de nous offrir un beurre de cette qualité et c'est hyper agréable quoi. On sent qu'on est utile quoi. Alors même que j'aurais jamais imaginé être quelqu'un qui produit de la nourriture quoi.
début, moi, quand je me suis installé, on m'avait dit, de toute façon, on ne pourra pas vivre avec des féandaises. Donc, quand j'ai fait mon installation, je ne sais pas si on peut le dire, mais j'ai un peu truandé, c'est que j'avais mis FFPN, puisqu'à l'époque, on appelait pas ça la Holstein. On appelait encore ça la FFPN. Donc, j'avais mis FFPN et féandaise en tout petit pour que mon dossier passe, parce que si on arrive un jour à se retrouver qu'on n'a plus que 2 races laitières et 2 races à viande, je pense que ça va être assez triste. Pour l'instant, il y a une bonne dynamique, parce qu'on est toujours en progression, la courbe est toujours ascendante. Pour l'instant, après, bon, à l'avenir, on ne sait pas ce que ça va faire, mais... Bon, il faut sauver la fernaise, mais il faut en vivre aussi, quoi, à côté. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Non. C'est pas un musée, quoi. C'est aussi notre gagne-pain, donc. Au début, beaucoup d'éleveurs étaient partants, sauf que ceux qui se sont retrouvés avec des vaches qui faisaient moins de 1000 litres par an, pas forcément très agréables à travailler, ça les a vite dégoûtés. Donc il y en a, ils y croient toujours. Il y a des troupeaux, il n'y en a qu'une et ils y croient, ils ont envie d'en avoir, ils élèvent leurs filles. Et c'est vrai que ceux qui ont eu des soucis dès le début, c'est dur à remotiver. C'est aussi pour ça que le but c'est d'élever des femelles plutôt laitières pour leur remettre une villarde qui devrait faire plus de lait dans leur troupeau pour essayer de relancer ça. En plus, on est une jeune AOP, donc on fait aussi un gros travail de promotion autour du bleu du Vercors. Mais après, on y va doucement, parce que mon père, il aime bien les villardes, mais il aime bien aussi quand même quand ça produit. Un minimum, quoi, donc on y va tout doucement. Puis ça nous ouvre plein de portes, on a pu aller au salon de l'agriculture avec elle. Mais le but, c'est aussi de montrer aux professionnels du monde de l'élevage que la villarde, c'est une petite vache rustique, mais qui plaît dans certains systèmes. Il faut qu'elle soit adaptée. Elle est très rustique. Sur une race locale, moi je le vois sur la Vosgienne, si tu fais pas de circuit court, en tout cas si tu transformes pas, que ce soit pour le fromage, et si tu fais pas de la vente directe et un petit peu diversifier tes produits sur la viande, tu fais pas le bon choix de race. Il est sûr et certain qu'aujourd'hui, si tu fais de la laiterie ou si tu vas en marchand de bestiaux avec de la Vosgienne, ça marche pas bien. On le voit bien, ceux qui font de la laiterie ou de la vente, ou qui travaillent avec des marchands de bestiaux font des croisements pour avoir des veaux plus conformés et où le marchand de bestiaux paye un peu plus, quoi. Mais alors c'est pas l'idée, si on veut conserver une race, on va rester en race pure, quoi. Nous, comme on travaille en valorisant vraiment la viande sur un animal de A à Z, en faisant du steak haché, en faisant des produits transformés, ça sort largement, quoi. Enfin largement. En tout cas, on vit et on roule pas sur l'or, mais on n'a pas envie. Parce que sinon, on aurait le souci de savoir quoi faire avec l'argent. Mais il faut aller chez les clients, faut les chercher. Après, le bouche à oreille marche quand même pas trop mal, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu peux même te permettre de perdre des clients. C'est pas grave, il y en aura d'autres, quoi. Si on sacrifie un animal, on le respecte jusqu'au bout et on valorise tout l'animal. Sinon, ça n'a pour moi pas de sens et pour nous pas de sens d'ailleurs.
aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis installé, je me plains pas. Hein. Puis dans le coin, je suis un des seuls à pas me plaindre. Bon, après, moi j'ai de la chance qu'il y avait mes parents avant, qu'on avait déjà pas mal de clientèle avant. C'est sûr que ça aide. Hein. Le problème pour les jeunes éleveurs, c'est qu'il faut arriver à la valoriser, quoi. C'est pas tout le monde qui a envie de travailler. Déjà, dans les troupeaux allaitants, on est presque obligé de travailler en vente directe si on veut à peu près gagner notre vie. Et donc déjà rien que ça c'est un frein parce que c'est pas forcément tout le monde qui a envie de faire de la vente directe et qui est fait pour faire de la vente directe, hein. Ça c'est normal. Hein. Et puis après ouais dans les troupeaux laitiers, aujourd'hui avoir un troupeau un laitier 100% Villard c'est compliqué. Il y a quand même moins de production laitière et aujourd'hui même qu'il y ait l'AOC, le lait il faudrait qu'il soit plus valorisé pour avoir des troupeaux que de Villard en fait. Il y a un peu là où c'est du bleu qui aide quand même, mais je pense qu'on pourrait quand même faire mieux. Puis même sur la viande, on pourrait... Enfin, il y a plein de travail à faire, il faudrait qu'on arrive à créer un label qu'on puisse valoriser en circuit court, mais parce que moi aujourd'hui, j'ai encore ma mère qui est salariée sur la ferme, donc ça va bien pour la vente directe. Mais le jour où je vais me retrouver tout seul, ça va être compliqué, je pourrais pas être de partout, quoi. Ça pourrait peut-être créer de l'attractivité pour des jeunes, pour qu'il y en ait qui se lancent. S'il y avait quelque chose qui permette de vraiment valoriser la viande. Ça motiverait peut-être des jeunes qui s'installent en se lançant en Villard ou enfin des choses comme ça, quoi. Il y a la prime race menacée qui nous aide énormément, hein, qui a une valeur énorme dans les exploitations et qui, on ne sait pas trop ce qu'elle va donner avec la région. A priori, ce serait la région qui s'en occuperait. Et ensuite, le rôle de l'association, c'est avant tout d'essayer de trouver une valorisation des produits pour pouvoir valoriser nos produits. Écouler nos produits au maximum et le mieux qu'on puisse. L'association a embauché quelqu'un depuis 1 an et demi. C'était vraiment une demande des éleveurs pour nous accompagner dans ce qui est recherche aussi de subventions. Et puis nous accompagner dans beaucoup de choses parce qu'il faut ouvrir énormément de dossiers et ça, malheureusement, les éleveurs, on ne peut pas continuer jusqu'à un certain point. Donc là, je lave les minsters avec de l'eau salée pour éliminer les moisissures qu'il peut y avoir, quoi. Et c'est ce qui va faire que le fromage va s'affiner, va devenir crémeux, onctueux. Donc j'ai un ici, tous les 2 jours, je lave tout le monde. Et puis après, au bout de 21 jours de bon traitement, ils s'en vont chez le consommateur final. Ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que on peut mettre n'importe quelle race dans le minster, quoi. En fait, le même minster qui va être fait maintenant chez nous avec des vaches vosgiennes qui sont dehors, qui transhument et qui sont nourries au foin en hiver, il va s'appeler minster fermier autant qu'un minster qui va être fait dans une ferme avec 1000 vaches qui vont bouffer de l'enrubané, qui va ensuite être affiné chez un industriel. Il va aussi s'appeler minster fermier, quoi. Donc ça, je trouve que c'est pas très juste, quoi. Le minster n'a pas du tout la même vie derrière, quoi. C'est pas les mêmes gens derrière, pas les mêmes valeurs. Parce que là, voilà, il y en a qui voulent le tuyau et qui moulent les minsters comme ça, hein.
Nous, c'est tout à la main avec la petite pelle. Puis pareil, il y en a qui brossent les manches terre avec des machines aussi. Hein. Le Cœur de Massif, c'est un fromage qui a été créé en 2015 suite à l'initiative d'un groupe d'éleveurs. Donc on était 9 au départ de cette initiative au sein de l'organisme de sélection de la race vosgienne. Et en fait, l'histoire de ce fromage, elle est simple. C'est que l'AOC Münster n'avait pas d'aspect racial dans son AOC. À force de se heurter à un mur, on prend notre destin en main. Et je pense que ça a été vraiment ce besoin de travailler ensemble pour avancer vers un produit commun qui apporterait une économie commune et qui soit à peu près typique de chez nous, parce qu'il ne fallait pas non plus vendre notre âme au diable, on devait faire un produit qui se différencie des autres, parce que sinon ça aurait été du plagiat. Et aujourd'hui, quelques années après, je crois qu'on est un peu plus de 20 producteurs à en produire. Et j'ai des éleveurs qui en produisent aujourd'hui, qui n'en produisaient pas à l'époque, et qui sont venus nous dire merci. Parce que grâce à ce fromage, ils ont arrêté le lait en laiterie, l'exploitation va mieux. Et en fait, le pouvoir décisionnaire de l'organisme de sélection de la race vosgienne, elle est uniquement aux mains de ces éleveurs. Et ça, c'est un vrai parti pris qu'on a fait, c'est un choix. Parce qu'en fait, le rôle aujourd'hui, c'est aussi de faire en sorte qu'à travers sa race, les éleveurs ils gagnent mieux leur vie. C'est pas qu'on se fait chier, mais on galère plus pour travailler avec nos vaches. Enfin, on galère plus dans le sens où c'est moins facile à commercialiser. Donc, faut bien réfléchir à quel système on va mettre en place. Bon, après, de toute façon, on verra comme ça. La question, elle se pose même pas. C'est le système le plus extensif possible, être le plus autonome possible en fourrage. Ceux qui sélectionnent vraiment sur la production, un jour ils vont bien arriver à un moment où ils pourront plus monter en production, où ils auront des vaches trop fragiles, ou enfin, je sais pas, hein, mais à mon avis un jour peut-être qu'il y en a des grands qui ont besoin des petits quoi. Peut-être qu'un jour les grandes races elles seront saturées niveau consanguinité et tout, et puis qu'ils viendront piocher dans des effectifs où il y a moins de sélection, où il y a encore beaucoup de diversité génétique. Une vache qui arrive à produire et qui arrive à entretenir son environnement et les paysages vosgiens, voilà,
C'est exactement le travail qu'on veut faire, donc elle nous l'offre bien, quoi. Et elle vous l'offre bien en tant que touriste, par exemple. Si les montagnes vosgiennes ou les vallées vosgiennes, enfin vosgiennes ou alsaciennes, on parle du massif, sont comme elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des vaches, en l'occurrence des vosgiennes, qui pâturent et qui travaillent pour offrir cette qualité de paysage et qu'on garde une biodiversité aussi sur nos parcelles. La flotte me fait peur, ça je suis obligé de l'avouer. L'avenir de l'eau, ouais. Tous les ans je me dis putain c'est de pire en pire. Il pleut, mais il n'y a quand même pas d'eau. Le truc c'est qu'on va perdre forcément en quantité de lait. S'il commence à y avoir que des sécheresses et du fourrage un petit peu trop qui est sec sur pied et qui va être un petit peu moins riche, mais elle va garder cette qualité de lait. Donc un lait qui va être hyper intéressant pour faire du fromage ou pour élever des veaux, quoi. Chaque race est adaptée à son terroir et c'est aujourd'hui important forcément de la conserver, quoi. Que ce soit la vosgienne ou une autre race. Aujourd'hui, pouvoir nourrir tout le monde avec des produits de qualité qui sont issus de races locales, ça peut être compliqué. Ou alors, il faut vraiment un gros changement de mentalité de la part des consommateurs. Si les habitants de chaque village allaient chercher leur lait chez le paysan qui produit du lait, et bien peut-être qu'un mec qui avait 200 vaches laitières en Primolstein, il n'aurait plus que 50 et ça lui suffirait pour vivre. On avait comparé nos EBE avec un éleveur de charolais. Et pour faire le même EBE que moi avec 65 animaux en race vosgienne, il lui fallait à lui 350 têtes de charolaises. Donc en fait, mais c'est lié, et je précise, hein, c'est lié à un système d'exploitation. C'est le consommateur qui décide. Hein. Aujourd'hui, si le consommateur est prêt à payer et prêt à revenir comme avant, ça va se faire. Il n'y aura plus d'éleveurs Holstein ou d'éleveurs charolaises. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus. Il faut qu'il reste les deux. Après, nous, ce qui nous importe, c'est de sauver notre race. Voilà. Parce qu'elle était là avant les autres. Et elle était là avec beaucoup d'effectifs. Beaucoup plus que les autres, même d'ailleurs. Si aujourd'hui l'État français a envie qu'il y ait encore de l'élevage en France, il faut qu'aujourd'hui et demain, elle soit présente financièrement et fiscalement pour que les exploitations elles perdurent dans le temps. Qu'il y ait une certaine pérennisation, mais qui sont en adéquation avec ce que demande la société actuelle. Des produits qui sont environnementaux, des produits qui sont locaux, des produits qui sont faits à base de races locales, qui ont une identité territoriale, qui font que les gens s'y retrouvent. Et je pense que les grands enjeux sociétaux de demain sont aussi et sont parallèles avec les grands enjeux de l'agriculture de demain.
suis assez admirative du travail des paysans des derniers siècles, en fait. Parce que je pense que c'est eux qui ont fait la sélection, quoi, qui ont choisi les meilleures vaches adaptées à leur climat. Enfin, je trouve ça super, quoi. C'est admirable, mais c'est un travail invisible, hein. La France, c'est le pays de la gastronomie, que voilà, c'est un pays hyper touristique et tout ça, qu'on y mange bien. Mais ouais, mais bon, c'est aussi parce qu'il y a une certaine biodiversité, quoi. Et c'est chouette d'essayer de la préserver parce que c'est ce qui fait aussi. On pourrait le faire avec les autres pays aussi, bien sûr. Ne barre pas la route à tout le monde. Laurent Avon est décédé. J'ai appris ça aujourd'hui. C'est lui qui, au tout départ, a fait en sorte de sauver ces races-là. Okay. En particulier la Villers de Lans, la Froment du Léon, la Ferrandaise, la Vosgienne, la Saunoise. Et donc, moi je connaissais quand je démarrais parce que c'est lui qui avait fait tout le tour de tous les centres d'insémination. Et via la qualité des taureaux qu'il avait pu conserver, on a réussi, malgré tout, à améliorer la qualité laitière des vaches froment. Quand j'ai commencé, toutes les vaches n'étaient pas bonnes. Mais il fallait garder des descendants de toutes les vaches. On ne pouvait pas se permettre de sélectionner tellement elles étaient peu nombreuses. C'est une race que nos anciens ont bien fait de relancer. Et je pense qu'il y a des races qui, si les années continuent comme ça, il y a des races qui sont vouées à disparaître et je pense que c'est pas la Vosgienne. La Vosgienne est vouée à valoriser encore dans toutes nos années à venir. Même si on pourra peut-être nous planter des vignes à côté des vaches, quoi. Parce qu'on pourra faire du vin même. Sauvegarder une race, c'est pas n'importe quelle chose, hein. C'est pas n'importe quelle... C'est quelque chose.